Bienvenue mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs de la radio-télévision RTU, radio-télévision Umoja, émettant depuis la ville de Lubumbashi. Merci de vous savoir pas nombreux que vous associez à notre émission, votre kiosque littéraire, un livre, 1000 idées, qui vous replonge dans les délices de la lecture, qui vous redonne le goût de pouvoir encore feuilleter les ouvrages afin de vous meubler intellectuellement, scientifiquement et littérairement. Pour aujourd'hui, nous allons parler d'un domaine hautement humain, en même temps animal. Ce domaine, il est psychologique. Pour en parler, nous avons un expert, un psychologue de formation. Lui, c'est M. Alex Bouy, doctorant en sciences de l'éducation à l'université de Lubumbashi. Il est auteur de livres ci-après, Psychologie, vie active, première des humanités pédagogiques, Psychologie, vie affective, deuxième des humanités pédagogiques, Psychologie, vie cognitive, troisième des humanités pédagogiques, et il a écrit également la psychologie du développement de l'enfant et de l'adolescent, et son dernier ouvrage s'intitule La didactique des disciplines. Alors aujourd'hui, nous allons développer cet ouvrage, la psychologie vie cognitive, qu'on étudie en troisième année des humanités, anciennement appelée cinquième des humanités. Monsieur Alex, bonjour. Bonjour, bien monsieur Samuel. Je le disais au début de cette émission, vous êtes un doctorant en sciences de l'éducation, d'abord licencié en psychologie. Licencié en sciences de l'éducation. En sciences de l'éducation. Option pédagogie scolaire. Oh oui. C'est quoi le vocable psychologie, ou qu'entendez-vous par le vocable psychologie? Bien, monsieur Samuel, parlant de la psychologie est une science, est une discipline qui est autonome, une discipline indépendante. Autonome, parce qu'elle a son objet bien précis, les méthodes employées pour arriver à des résultats fiables, des résultats palpables, et aussi les sciences interdisciplinaires pour son efficacité. Nous devons remonter quand même en mémoire pour parler de la dite psychologie aujourd'hui, qui a été l'apanage de plusieurs philosophes à l'époque. Nous prenons l'occurrence Philippe Melanchthon. C'est le premier à avoir prononcé ces vocables psychologie. Et lui est passé, il n'avait pas beaucoup développé sur la dite science. C'est un autre philosophe, Wolff, qui est venu, qui a eu même beaucoup développé, a publié certains articles à ces sujets. Mais toutefois, nous reconnaissons aussi, parce que la question est posée, qu'est-ce que vous entendez par la psychologie? Il y a Wilhelm Wundt, qui est considéré comme étant le père de la psychologie. Et pourquoi père de la psychologie? Pour avoir créé un laboratoire psychologique pour expérimenter certains phénomènes comportementaux. Là, c'était en Allemagne de l'Est, précisément à Leipzig, où Wundt a mené ses travaux. Et il a mérité d'être appelé aujourd'hui comme père de la psychologie. Voilà à votre question,
que venez de me poser. Monsieur Alex, vous venez de développer l'origine ou les vocables lui-même psychologie, mais vous n'avez pas défini ce que c'est la psychologie. Qu'est-elle en réalité? Oui, alors je voudrais d'abord remonter à la définition étymologique. Quand nous parlons de la psychologie, ces concepts est scindé en deux. Psycho, dans la langue grecque, qui veut dire psyché ou psyché. Et cette fois-là, dans la signification de l'âme ou soit l'esprit. Logie, connu de tout le monde, logos, Science. il veut dire science, oui, Samuel, traité ou un discours. Ce qui fait que la toute première définition du cours de psychologie, sur le plan étymologique, la psychologie est une science qui étudie l'âme ou l'esprit. Or, l'esprit et l'âme sont immatériels. Ah voilà, et surtout ça relève du domaine plus religieux. Beaucoup plus théologique. Théologique, si nous pouvons le dire ainsi. C'est un domaine de la foi. Voilà. Cette définition ne tient pas la route. Non. Et cette définition a été écartée, mais quand nous parlons, c'est la toute première pierre posée où nous devons toujours faire référence. L'âme est immatérielle. Or, ce qui est matériel, ce que nous ne pouvons pas voir à travers nos 5 sens, ce que nous ne pouvons pas toucher. Et aussi, toutes les sciences au monde, je crois, respectent les 3 conditions. La première des conditions, la science doit avoir un objet bien précis, une définition claire. La deuxième condition, la science doit avoir les méthodes à employer, à utiliser. La troisième condition sont les sciences connexes, les sciences qui sont en relation avec la science pour la redynamiser. Voilà les 3 conditions qui font à ce que la première définition soit basculée, soit rayée, mais elle est gardée parce que c'est la première pierre. Outre la première définition, certains psychologues se sont dit, mais non, on a déjà entamé. Nous devons poursuivre les recherches. Là, c'est comme René Descartes, William James, pour ne citer que cela, qui ont continué avec leurs recherches pour arriver à donner une définition. La psychologie est une science des phénomènes mentaux, ou une science qui étudie les manifestations. Qui étudie les manifestations. Et ça c'est vrai. Mais oui, les manifestations, M. Samuel, nous pouvons le voir facilement d'une manière extérieure. Mais est-ce que intérieurement, c'est ce que vous ressentez? Mais la personne pleure. Vous voyez ce que nous, elle pleure amèrement. Mais or, à l'intérieur, elle est en train de penser à autre chose. Et ça arrive. Or, toute science doit arriver à nous révéler la vérité. Une vérité interne et une vérité externe. Voilà cette définition-là. Le grand inconvénient qui était la science psychologique de ne pas voir
la partie interne de la personne. Qu'à cela ne tienne, on a débarqué cette deuxième définition. On est arrivé à une définition avalisée et connue par tout le monde jusqu'au jour d'aujourd'hui. La psychologie est une science qui étudie les comportements humains et animaux. Jusque-là. Monsieur Alex, vous venez de considérer 3 types de définitions à conférer à la psychologie. La première, elle est étymologique, celle qui voulait définir une psychologie centrée sur l'étude de l'âme et de l'esprit, alors que ces derniers sont immatériels. Oui. Alors cette définition a été écartée. Oui. La seconde s'intéressait beaucoup plus à l'étude des manifestations de l'homme. Oui. Or, l'homme peut manifester un comportement, en fait une attitude dont il n'est pas conscient. Alors, c'est la dernière qui a été maintenue jusqu'à nos jours, celle qui définit l'homme, qui définit la psychologie comme étant une étude du comportement de l'homme et de l'animal. Alors, dites-nous, beaucoup de Comportement humain et animal. Le comportement humain et animal, oui, j'y arrive. Dites-nous, c'est quoi les comportements? Parce que dans beaucoup de cas, on se pose des questions où on victimise les gens, il a un mauvais comportement, il a un mauvais caractère. Dites-nous, c'est quoi les comportements en psychologie? Merci pour la question, monsieur Samuel. Le comportement est l'objet même de la psychologie. Ainsi, nous ne pouvons pas le définir de la même manière que Thiès. Le comportement sont des réactions objectivement observables. Quand nous disons des réactions objectivement observables, il y a l'objectivité, oui, palpable, mais ces comportements-là doivent être mesurables, enregistrables. Voilà ce qui est le comportement. D'ailleurs, si souvent nous disons c'est sort, donc quand nous disons sort, nous avons le S suivi de O et nous avons R à la fin. Donc pour qu'il y ait un comportement, il faudrait qu'il y ait présence d'un stimulus. Le S, c'est le stimulus. Mais qui dit stimulus est tout objet capable de provoquer une réaction. Tout objet capable de provoquer une réaction, c'est un stimulus. Tel que nous présentons l'émission ici, ça peut arriver à ce qu'il y a même une souris dont nous ne savons même pas provenance, quitte là-bas, la grosse là. Et je ne pense pas que nous prendrons la même attitude, la même posture. Je ne crois pas. Nous allons sursauter ici, et cette fois-là, cette souris, c'est un stimulus. Le O là, c'est l'organisme. Or, qui dit organisme, c'est une partie du corps. Ça peut être les yeux, la tête, les oreilles, donc tout ce qui est dans notre corps font partie de l'organe. Et le R vers la fin, c'est la réaction. Ce qui peut faire que nous sommes avec vous, la souris quitte là-bas, nous allons nous mettre debout parce que nous l'avons vu. Et le fait d'être debout, c'est déjà une réaction. C'est déjà une réponse à ces stimulus. Et le schéma prévoit une flèche qui quitte le S vers l'organisme. Mais ça ne perce pas l'organisme, ça s'arrête là, vers l'organisme. C'est-à-dire que le stimulus dépend de l'organisme.
doit produire une réaction. Qui doit produire une réaction de l'autre côté. Avec Et elle. voilà. C'est ainsi que nous hésitons parfois de dire, mais il a un mauvais comportement. Donc c'est un comportement motivé par un stimulus. Oui. Là, voilà, il faut chercher les stimulus, les motivations. Voilà les motivations, l'étiologie de ces comportements-là. Donc souvent on regarde les réactions, on ne voit pas l'action du départ. Ah, voilà. Or, voilà. C'est dans ce sens-là où nous devons parler du terme comportement. Ah, ok. Monsieur Alex, on ne veut pas parler de la psychologie en général. Dites-nous les domaines psychologiques. La psychologie en soi, elle est subdivisée en combien de temps? Parce qu'on ne saura pas y parler de cette science tellement vaste, tellement riche, qu'on ne pourrait que s'arrêter à des rudimentaires que vous avez évoqués. Et celui qui veut en savoir plus, tout est contenu dans votre manuel. Dites-nous les domaines de la psychologie. Ou la psychologie elle-même, elle est subdivisée en combien de grandes parties? Oui, parler de domaine, la psychologie, en tout cas c'est une science qui est vaste actuellement, touche plusieurs domaines, mais nous voudrions bien parler de cette subdivision. La psychologie a trois parties, cette psychologie générale a trois parties. La première partie c'est la vie active, la deuxième et la vie affective, la troisième est la vie cognitive ou la vie représentative. Voilà les trois grandes parties de la psychologie générale, mais toutefois... Nous, sans vous interrompre, nous allons nous arrêter à la vie cognitive. Ou bien vous voulez esquisser de façon... Vous voulez parler partiellement de toutes ces trois parties? Oui, comme les parties sont évoquées, nous devons parler d'une manière succincte, laconique, à ce qui concerne la vie active. Oui. C'est l'ensemble de réactions que l'homme manifeste dans son milieu. Et toutes les réactions dans son milieu ne sont pas parfois bonnes pour l'homme. Il y a d'autres réactions où l'homme voudrait bien s'opposer. Il voudrait bien s'opposer. Mais en s'opposant, il ne reste pas toujours dans cette attitude. Il va faire un effort de s'adapter. Et ce qui fait que nous pouvons parler de l'assimilation, l'accommodation et de l'équilibrage. Parlez pas Jean Piaget. Oui. Dans ces théories, comme nous avons passé le temps, bien pourquoi nous donnons cela. Alors, la vie affective. Bon, concernant la vie affective, là nous voyons les affects, ce qui nous touche en bien, tout comme en mal. Sentiments, tendances, là, avant d'y arriver, c'est ainsi que nous avons des termes. Nous voudrions parler de ce qui est agréable et de ce qui sont désagréables. Oui. C'est ainsi que, oui, voilà, il y a le sentiment, plutôt, il y a l'émotion. Non. Tendances ne sont pas répertoriées dans la vie affective. Les tendances sont dans la vie active. Oui, là, c'est dans la vie active. Okay. Oui. Mais les émotions, les passions sont dans la vie affective. Alors ici, dans votre ouvrage, revenons dans l'ouvrage, vous parlez de la vie, vous l'avez qualifiée de vie représentative. Et là, vous avez essayé de recenser pratiquement tout ce qui caractérise l'homme, tout ce qu'il produit, la mémoire, l'intelligence, la personnalité, la perception, ce qui caractérise l'humain. Voudriez-vous bien dire à nos téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment ce que c'est la vie cognitive? Oui,
Monsieur Samuel, cette troisième partie, elle est intéressante, pour ne pas dire très importante, puisque cette fois-là, on ne sait pas est-ce que les autres parties sont moins intéressantes, mais non. Cette partie en tout cas, est intéressante. C'est là où l'homme accumule les informations. Et là, il y a plusieurs facultés, telles que vous venez de les énumérer: l'imagination, la mémoire, l'intelligence, etc. Mais avant d'entrer dans le vif ou dans l'ouvrage, je voudrais relever les deux parties qui concernent la vie cognitive. Il y a la connaissance sensible et la connaissance rationnelle. À ce qui concerne la connaissance sensible, elle est commune. Commune aux deux êtres, l'humain et l'animal. Et l'animal, oui. Humain et animal. Pourquoi? Parce que l'animal ressent la douleur, de même que l'homme. Ah, l'animal aussi a la mémoire. Hein? C'est bien que parfois ça peut susciter plusieurs curiosités. Quand on dit la mémoire d'éléphant. Bon, mémoire d'éléphant, oui. C'est une expression quand nous devons parler de la mémoire des reconnaissances. Oui, nous disons la mémoire d'éléphant. Mais alors, l'animal a la mémoire. Ce qui fait que quand le patron entre, ou le chef entre par la barrière, son maître par la barrière, là vous verrez le chien, le regarde, aller l'accueillir et remuer la queue. C'est parce qu'il le connaît. Mais ce souvenir-là est pénétré dans la mémoire depuis longtemps. Depuis longtemps par la vision. La vision. Ou la perception. Ou la perception, voilà. Puisque quand nous parlons de la perception, vous voyez, je peux percevoir avec tous les cinq sens. Tous les cinq sens. D'où la mémoire gustative, par exemple. Mais oui, la mémoire gustative, telle que... Oui, quand vous prenez, même en pleine obscurité, oui. vous mangez une tranche de pain, on dit ah ça c'est le pain, même sans le voir, vous dites ça c'est du pain que je prends. Oui. C'est grâce à la mémoire gustative. Ah oui, là on sait comment et aussi discriminer le goût. Le goût, oui. C'est ça. La mémoire aussi olfactive. Ah oui, la mémoire olfactive, oui, oui. En tout cas, on part... Pour reconnaître les odeurs de différents... C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tel que... oui, ce que vous venez de dire. Alors, si c'est un inconnu qui entre par la barrière, le même chien va le regarder. Il dresse les oreilles. Dresse les oreilles. Et là, il est prêt à attaquer. Pourquoi? Parce que c'est un inconnu. Celui-là n'est pas dans sa mémoire. Ah bien, pourquoi cette connaissance sensible est liée à l'homme et aussi à l'animal. Mais plus la connaissance rationnelle est réservée uniquement aux humains, aux hommes alors. Mais toutefois, il y a certains animaux supérieurs qui parviennent aussi à comprendre le langage humain. Mais le langage humain, oui, oui, le langage humain. Parce que c'est beaucoup plus caractérisé par le langage humain. Et aussi par le raisonnement et le jugement et notre intelligence. Alors, plus, en tout cas, c'est bien concentré par l'homme lui-même. Là, c'est la connaissance rationnelle. Moi, je voudrais revenir sur la mémoire. Oui. La mémoire, cette faculté
qui permet à l'homme de se rappeler autant d'histoires, de se remémorer autant de souvenirs et tout. Mais on se rend compte ces derniers temps que la mémoire est mise en mal. On souffre de l'AVC, on souffre de ceci. Parlez-nous de la mémoire. Qu'est-ce que la mémoire et quelles sont les pathologies, les causes, son affaiblissement? Monsieur Samuel, en tout cas, sans la mémoire, ah mais non, je ne sais pas. Là, ça me dépasse. Bon, parce que puisque vous savez, sans la mémoire... Sans vous arracher la parole, oui. Sans vous arracher la parole, il y a Napoléon Bonaparte disait ceci, oui. Une ville, une intelligence sans mémoire, c'est comme une ville sans garnison. Sans garnison. Autrement dit, la mémoire, c'est ça même le magasin de toute intelligence humaine. Alors, c'est quoi la mémoire? Qu'est-ce qu'il faut pour l'alimenter? C'est bien d'ailleurs cette expression de Napoléon, vous le trouverez dans le livre Psychologie ou vie cognitive. Je vais d'abord commencer par dire, c'est comme l'ordinateur, le disque dur là. Ouais. Donc c'est ça même la mémoire, hein? Comme chez nous aussi. Si Dieu n'avait pas pensé dans sa dimension de placer la mémoire, ah, M. Samuel, je ne sais pas. Même les paroles que nous émettons aujourd'hui, on ne devrait pas avoir, on ne devrait même pas avoir le langage. Je vous dis vrai, on ne devrait pas avoir le langage. On ne devrait même pas commencer à se reconnaître. On ne devrait même pas avoir le logis. Mais c'est grâce à la mémoire. Alors, pour aller très vite à cette question, la mémoire est la faculté, cette capacité de fixer. D'abord, on fixe. Après avoir fixé, on doit conserver. Quand on conserve... Alors, de fixer un événement. Là, il faut oui, événement c'est bien, mais fixer les souvenirs. Les souvenirs, oui. Puisque tout est un souvenir. La grande librairie, c'est un souvenir. Vous et moi, c'est un souvenir. En tout cas, tout et tout, ce sont des souvenirs. Même quand vous parliez de ce qui est cette mémoire gustative, mémoire... mais ce sont des souvenirs. Puisque plus tard, quand on va appeler Monsieur Alex, après 3 mois, Monsieur Alex, la voix déjà. Vous vous rappellerez déjà que... c'est lui qui parle. Il parle, voilà, une voix déjà entendue. Ah, c'est Monsieur Alex. Nous avons. C'est grâce à la mémoire. Mais je voudrais alors, puisque là j'ai évoqué 2 verbes. Il y a fixer, conserver. Ce n'est pas suffisant. Nous devons joindre... Se rappeler. Se rappeler. Bien, on peut se rappeler, mais... Sans reconnaître. Sans reconnaître. C'est ainsi, il faut toujours reconnaître. Qu'est-ce qu'il faut pour nourrir notre mémoire? Actuellement, même les enfants peinent à retenir des petites notions scolaires à leur niveau et ils n'y arrivent pas à meubler notre mémoire. Non, bon. Meubler la mémoire, nous pouvons meubler notre mémoire à partir des ouvrages, de la lecture, ou les pathologies de la mémoire, les anomalies liées, ou les anomalies de la mémoire. Nous avons c'est comme la dysmnésie, l'incapacité d'enregistrer les souvenirs. Une autre pathologie, l'amnésie. L'amnésie, c'est perte de mémoire suite à un choc. Il y a perte de mémoire, mais parfois ça peut persister, tout comme on peut arriver à corriger ça. L'amnésie, nous pouvons d'ailleurs là... il y a 2 sortes. Il y a l'amnésie rétrograde et l'amnésie antérograde. Un mot de la fin, vous avez écrit psychologie, vie cognitive, affective, donc psychologie du développement de l'enfant et de l'adolescent, et puis la didactique des disciplines. Donc, vous vous intéressez beaucoup plus au domaine psychologique. Je commence par remercier les filles de Saint-Paul pour cette disponibilité que notre librairie vient de nous accorder. Et je vous remercie également
d'être avec moi pour cette émission. Merci à tout le monde. Merci, vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs. Les enfants sont l'avenir de demain. Aidons-les pour un avenir meilleur à travers la lecture. Procurez-leur des manuels. Si vous êtes fatigué de lire, aidez nos enfants à découvrir les délices de la lecture, à meubler leur mémoire. Vous voulez en savoir plus sur ces documents? Procurez-vous cet ouvrage bien disponible dans les rayons de notre librairie Pauline, toujours sur l'avenue Lomami. Nous disons merci à Monseigneur Solochi pour la supervision de cette émission. Merci également à Monsieur Kapend qui est le grand coordonnateur. Et nous disons merci à la sœur Marie-Justine pour l'accompagnement dans cette louable mission pastorale de la vulgarisation de la parole de Dieu à travers les moyens de communication sociale, le média, la télévision, la radio. Nous disons également merci à tous les coopérateurs pauliniens disséminés à travers le monde, surtout à ceux de Lubumbashi. À plus. À la présentation, c'était Samuel Chibouté. Je te dirai ce que tu devrais.